Le corps est rond, saison 6, épisode 14. Aujourd'hui, je suis JC et je suis avec Steve. Martin n'est pas des nôtres cette semaine avec des occupations extérieures, mais il salue tout le monde, bien entendu, et va nous retrouver la semaine prochaine. Steve, comment ça va? Hey, ça va super bien, JC. J'étais un peu nerveux pour Martin parce que là, il faut expliquer quelque chose. Martin, je crois qu'il fait très chaud chez eux. Puis j'ai peur que Martin Godet soit fondu. Ah, c'est incroyable avec tous les ordinateurs, les taux dans son studio. Ça doit dégager beaucoup de chaleur en plus, qui n'ont pas d'air climatisé, si je me rappelle bien. Oui, c'est ça. En tout cas, je me rappelle que l'été passé, il n'y avait pas d'air climatisé, pauvre Martin. Au moment où on se parle, là, on se comptera pas de mentir. On est le jeudi matin, on est le 21 juillet, il est 10h24. Moi, quand je regarde le thermomètre chez nous à Salaberry de Valleyfield, c'est température ressentie 35. C'est chaud sur un moyen temps. Oui, et puis à Montréal, je pense qu'on frôle le 37 en ce moment. Là. C'est quand même avec l'humidex. Oui, c'est une ville chaude, Montréal. Mais sais-tu qu'est-ce qui est encore plus chaud que ça, mon JC? Les actualités luttes cette semaine, il y en a à profusion. Et il y en a une. Actualité chaude, j'en ai une pour toi. Ouais, vas-y. JR, good old JR a mis le feu à Twitter il y a 7 semaines en commentant une photo de Natalia et de sa jeune sœur en bikini. Je pense que notre vieux Jim Ross se sent un peu tout seul en commentant la photo sur Twitter en disant que la jeune fille était bien jolie, que c'est dommage qu'elle ne soit pas plus vieille. Ah, ben tu sais, en quelque part, je sais que la sœur de Natalia, ça avait fait une polémique même dans une gimmick, dans une promo à WWE entre Natalia et Ronda Rousey. Elle se le cache pas, elle l'a dit ouvertement, elle a un compte OnlyFans. Est-ce qu'il y a de la nudité? Je ne sais pas. C'est aussi la conjointe de Big E. Oui, c'est aussi la conjointe de Big E. Est-ce qu'il y a de la nudité sur ce compte-là? Je ne sais pas. Officiel, c'est la conjointe de Big E. C'est des adultes consentants. Ben, c'est ça. Tu sais, moi, là, que tu fasses ce que tu veux dans ta chambre à coucher, j'ai aucun problème avec ça tant que le consentement est là. Puis en plus, là, JC, rien que pour ajouter une petite flèche à ce que je vais dire, parce que je fais le baveux aujourd'hui. Si tout le monde est consentant, là, tu seras même pas obligé après ça de dépenser des millions pour que quelqu'un ferme sa gueule. Exactement. Oh, que c'était fort, celle-là! Steve, c'était solide. Je sais de quoi tu veux me parler. Je sais, c'est le sujet de la semaine. Là. C'est le sujet de la semaine. Vince il est dans la chenoute. Là, c'est rendu que c'est plus une femme, c'est plusieurs femmes. C'est plus 2-3 millions qui ont été payés, ça serait 12 millions de dollars. Il y a eu une ancienne worker qui présumément a été payée 7 millions de dollars pour le silence à la suite d'agression ou d'harcèlement sexuel. C'est fou, il est dans la chenoute. Est-ce que ça me surprend? Non, parce que tu sais, on a tous entendu plein d'affaires sur Vince McMahon, mais la seule affaire qui me surprend là-dedans, c'est qu'il n'y aura jamais d'accusation criminelle parce que ces filles-là ont pris l'argent plutôt que... Puis un coup que tu as accepté ça, il n'y en a pas d'accusation criminelle qui peut être déposée. Là. Non, en effet, ça atteint la crédibilité du témoignage. Ça affecte bien des choses au niveau du procureur. Puis aussi de la vision des jurés dans un procès. À ce moment-là, ça change la donne. Ouais. Cependant, moi, le sujet qui est le sujet de la semaine, on va te parler du dernier combat de Ric Flair. L'annonce a été faite, finalement. Il s'agit d'un combat par équipe. Oui. Par équipe, d'un côté, on a Ric Flair puis Jay Little. Contre de l'autre bord, Andrade. En fait, c'est Ric Flair et Andrade. Ah, c'est Ric Flair puis Andrade, c'est vrai. Puis de l'autre côté, on a Jay Little puis Jeff Jarrett, le meilleur à Martin. Oui, c'est ça. Comment? Ben, premièrement, là, tu penses quoi que ce soit un combat par équipe? Moi, je pense que c'était la meilleure chose à faire. Oui, hein, puis... Puis il s'est entouré de gars qui savent lutter.
Puis de gars qui ont une importance à des moments dans sa vie ou dans sa carrière aussi. Le gars, son storyline avec Jay Little à la TNA, entre autres. Andrade, c'est son genre. Oui. Puis bon, Jeff Jarrett, ben, c'est un peu quelqu'un qui aurait Jeff Jarrett, là, moi... Flair toute sa carrière. Oui, mais je pense qu'il était ajouté là. Le nom de Jeff Jarrett là, au Tennessee, là, il est fort. Ah, il va être à SummerSlam. Oui. Il est fort. Fait que, veux pas, ça va être un plus pour ce match-là pour mettre des QC sièges. Mais moi, je serais pas surpris. Ben oui, on va être surpris par la qualité du match. Parce que tous ces gars-là vont mettre Flair over. Tout le monde va mettre Flair over. Tu sais, JC, là, je pense que c'est cet hiver que on commençait à voir ça. Des vidéos de Jay Lethal puis Ric Flair. Ouais, qui s'entraînaient. Ils se seront pas entraînés juste une fois pour ce match-là. Là. Ce match-là va être plané, mon homme. Là. Ça va être... Comme Ric Flair a toujours fait ses choses. Oui. Puis à la fin, on va voir Andrade puis Ric Flair, le bras dans les airs. Ça va être super le fun pour tout le monde. Ils vont s'en aller chez eux. Sois pas surpris. Il va y avoir deux types d'acheteurs pour le pay-per-view. Il va y avoir ceux, les nostalgiques, qui veulent revoir Ric Flair une dernière fois. Puis il va y avoir ceux qui veulent voir le shit show de dire « Hey, il va se planter, il va mourir dans les rings. » Écoute, peu importe, là, ce combat-là va vendre. Ça va vendre. C'est Ric Flair. Ça va vendre. Puis je sais pas, Jean-Charles, si pendant qu'on est là, si tu as la carte devant les yeux, mais il y a une maudite belle carte ce soir-là, dans cet événement-là. Non, j'ai pas eu la chance de voir cette carte-là, mais si tu peux m'en parler, on s'est intéressé tout le monde qui nous écoute, puis No Ribber qu'on salue aussi. Oui, parce que je vais aller la chercher pendant qu'on est en train de jaser de ça. Là. Tu jases de rien. Moi, je vais sortir une nouvelle qui est sortie live ce matin. Il y a Cody Rhodes qui a remporté le ESPY Award pour le meilleur WWE Moments of the Year pour son retour à WrestleMania. Ah ouais. Et puis là, on est seulement au mois de juillet. Puis ça, là, ce moment-là a dépassé l'introduction du Hall of Fame au Hall of Fame de l'Undertaker. La victoire de Big E avec son Money in the Bank. Bobby Lashley, Stone Cold, puis avec Vince McMahon puis Austin Theory, et puis Pat McAfee. Okay. Ça a été, le comeback de Cody Rhodes, selon ESPY, c'est le moment WWE de l'année. L'année n'est pas finie. OK, là. On est là. Oui, on est là. Mais Cody, là, ils font quoi avec quand il revient? Il continue sa run comme qu'il était ou? Écoute, mais qu'il revienne, moi, je le turn heel. Moi, c'est ce que je ferais tout de suite. Faut que tu le turn heel pour que ça ait un impact. Ouais, hein? T'sais? Puis, mais tu sais, ça sera pas avant le Royal Rumble, ce qui en fait un candidat très fort pour le gagner. Ouais. C'est une autre affaire. Mais là, en ce moment, il n'est pas là. Il y a deux gars qui, d'après moi, vont voler le show à SummerSlam. Qui? Riddle et Seth Rollins. Riddle, là, il est parti sur une belle lancée. Tu sais, là, souvent, on se fait dire, puis ça, je pense qu'on l'a déjà dit, puis c'est la première fois que vous nous écoutez, je pense que vous allez être d'accord avec nous autres. On se dit souvent, hey, ils nous ont poussé John Cena des années de temps, ils nous ont poussé Roman Reigns en gorge, tout le temps Brock Lesnar qui revient. Présentement, je me souviens d'avoir dit ça à l'époque de Triple H. Oui, puis présentement, on est en train de vivre de quoi d'assez plaisante. On voit l'arrivée de nouvelles superstars. On a Riddle, on a Austin Theory qui est là, du côté des Street Profits. Les Street Profits. On a une Bianca Belair qui est over comme ça se peut pas. Tu sais, on vit là un peu le passage de flambeau. Là. C'est le fun, là. Oui, c'est le bon moment. C'est écoute, on parle de Riddle, on parle de Theory qui est
J'en ai parlé un peu la semaine passée. Il y a tellement de hate autour de Theory. Il y a tellement de monde qui veulent péter Theory en ce moment pour différentes raisons. Ben oui! Puis, écoute, à lui tout seul, il y a 3 ou 4 storylines. C'est incroyable. C'est jamais vu ce qu'ils font avec lui en ce moment. Là. Ah oui. Hey, JC, j'ai la carte ici pour le Ric Flair Last Match. Il va y avoir un match entre Laredo Kid contre Bandido, contre Taurus, contre Ray Phoenix. On va avoir Clark Corner contre Ren Narita. On a les Briscoe Brothers contre les Von Erich. On a Killer Cross contre Davey Boy Smith Jr. On a The Wolf contre The Motor City Machine Gun. On a le championnat d'Impact entre Jordan Grace, Dana Perazzo puis Rachel Ellering. On a le championnat d'Impact masculin entre Josh Alexander puis Jacob Fatu. Puis on a Ric Flair Andrade contre Jeff Jarrett puis Jay Lethal. Puis il y a aussi un Bunkhouse Battle Royal. C'est une belle carte. De ce que je viens de voir, le pay-per-view est annoncé à 25$ sur Fight TV. Ouais, sur Fight. C'est quelque chose, là. Quelqu'un qui a le goût de passer une belle soirée, autre de dire, Ric Flair, ça va être un shit show, whatever. La carte est belle. Au contraire. Ça ne sera pas un shit show. Il est entouré de professionnels qui vont le transporter dans ce combat-là. Qui vont avoir l'air aussi légendaire qu'il avait l'air il y a 30 ans. Ah, ben oui. C'est ce que je pense. C'est comme Kevin Owens et Steve Austin à WrestleMania. OK? C'est des gars qui vont faire la job, puis ils vont être honorés de le faire pour lui. Oui. Mais là, je viens de voir que sur ta carte, je ne sais pas si tu l'as mentionné, mais tu en as mentionné beaucoup, mais ils ont rajouté un Four Corner. Oui, je l'avais. Gresham. OK. Ah non, je ne l'ai pas nommé, ça. OK, c'est ça. Ça vient d'être ajouté il y a 2 heures. La nouvelle est sortie. Donc, c'est Jonathan Gresham avec Nick Wayne, Alan Angel, puis Konosuke Takashita qui vont être là aussi à cette soirée-là. Donc, mais écoute, c'est une soirée des promotions de Jim Crockett. Ça va être une belle soirée de lutte, là. Ah, ben oui, ça va être une belle soirée. Tu sais, c'est des soirées de lutte comme on les aime parce que ça va être très varié. Ah, ben oui. Il va en avoir pour tout le monde, tous les goûts. Je suis pas inquiète là-dessus. Puis non, ça va être vraiment, vraiment, vraiment plaisant. Mais la réalité, là, JC, vas-tu commander ce pay-per-view-là? C'est pas impossible. Ça va falloir que je check ça avec mes horaires de travail, mais c'est pas impossible. Sinon, je vais le regarder en rediffusion, c'est sûr. Parce que je veux voir le combat de Ric Flair, c'est sûr et certain. Parce que peu importe, je sais comment ça va se finir. Avec un figure four, soit sur Jeff Jarrett ou sur Jay Lethal, ça peut pas finir autrement. Ah, c'est clair. Puis même qu'il faudrait que ça finisse sur Jeff Jarrett, parce que Jeff Jarrett, c'était quoi son finish? C'était le figure four. Oui, tout à fait. Ça serait. Puis Jeff Jarrett, c'est ça, il va avoir une fin de semaine occupée cette fin de semaine. Ah, il va avoir une fin de semaine occupée, mais ça prouve juste encore une fois que Jeff Jarrett, dans son coin de pays, attire encore. Son nom est encore très bon et relié au monde de la lutte. Oui, ben, c'est ça. L'histoire de la lutte dans ce coin-là revient à lui et sa famille. Non, tout à fait. Puis écoute, de l'avoir à SummerSlam, je trouve ça intéressant de l'avoir impliqué dans le combat par équipe. Oui. Je me demande ce qu'il vient faire là très exactement, là. Mais parce que je vois en même temps, c'est pas sa spécialité. Ah ben non, vraiment pas, là. Vraiment pas. Jeff Jarrett, c'est un gars qui a connu des pèlerins en solo, là. Je me demande, c'est quand la dernière fois qu'on a vu un combat de championnat par équipe avec un arbitre spécial? Ça fait longtemps. Mais hey, sais-tu quoi, tantôt, là, on va closer le segment des actualités, puis on va en parler de SummerSlam, parce que j'ai fouillé SummerSlam en masse, puis même qu'on pourrait revoir la carte ensemble de SummerSlam à date, parce qu'il va y avoir des ajouts. Moi, je peux pas croire que les 8 matchs annoncés vont être que les 8 matchs qu'on va voir. Là, il
il manque tellement de quelque chose autour de ce os-là que tu peux pas juste me présenter ça. Moi, il faut que je voie minimalement là, un Kevin Owens sur le show. Faut que je voie le championnat féminin qui va être défendu, là, mais je veux voir d'autres matchs féminins autres que ces deux-là. Tu sais, je pense que si tu trouves le moyen de nous redonner un autre Bobby Lashley comme Theory, il y a d'autres gars qu'il faut voir sur le show, surtout des gars qui sont possiblement montables dans les prochains mois, aux prochaines années ou whatever. Là. Ouais, ben, moi, je pense que Kevin Owens va se retrouver d'une façon ou d'une autre. C'est un Big Four. Je trouve qu'ils ont mis fin drastiquement à l'histoire avec Ezekiel. Ben, je pense qu'il n'y avait plus d'idées. Ouais, ben c'est ça. Je pense qu'ils ont juste... Parce qu'il était supposé avoir un dernier combat qui n'a pas eu lieu. Mm-hmm. Ouais, parce que Kevin s'est blessé, là. Aussi. Mais c'est ça. Hey, autre grosse nouvelle avant qu'on passe à autre chose. Ce vendredi, si je ne me trompe pas, je ne suis pas sûr si c'est ce vendredi ou vendredi de la semaine prochaine, mais Sami Zayn va être au podcast de Stone Cold Steve Austin. Oui. Stone Ranch. Ouais. Donc ça, c'est une belle annonce aussi. Ça va être super intéressant parce que c'est toujours intéressant avec Stone Cold. Il pose des questions straight to the point. Ça va être intéressant de voir ce que Sami a à raconter. Ben, ce qui va être vraiment intéressant, là, puis ça, c'est pas particulier. C'est un choix de vie de Sami, puis c'est correct. Mais, tu sais, Kevin, là, on sait tout. Tu sais, au Québec, là, on sait tout à propos de Kevin, là. Tu sais, il est marié, il a 2 enfants, son père publie souvent sur Facebook. Sami est plus discret. Sami est très, très, très discret. Écoute, pour vrai, là, présentement, puis Sami Zayn, je le connais, là. Je peux pas te dire le nom de sa conjointe. Je peux pas te confirmer si Sami a des enfants. Je peux rien. Sami est excessivement discret sur sa vie privée. Le seul gars, à un moment donné, qui avait un petit peu rentré dans la vie privée de Sami, puis ça avait été cheap, c'était Jim Cornette, quand il disait que Sami Zayn, jamais il va croire au personnage de El Generico, parce qu'il disait un musulman masqué, du moins, là, je suis pas capable. Puis ça, j'avais trouvé ça cheap de la part de Cornette. C'est de même que le monde avait appris que Sami était de religion musulmane. Mais autre que ça, non. Et écoute, il y a plein de monde qui savent même pas le vrai nom de Sami Zayn. Ah, en effet. Mais c'est ça, je te dis, ça va être une entrevue intéressante parce que là, c'est évident que Stone Cold va aborder son parcours indie et les origines de ses débuts à la lutte, là. Parce que lui, il va poser ces questions-là. Ah, ben écoute, on va apprendre on va apprendre la vie de Stevie McFly qui luttait avec des souliers de bowling. Ah, ben oui, c'est sûr. Écoute, il y a des anecdotes comme ça à raconter. Non, Puis, oui. mais manquez pas ça. Naturellement, ça va être sur le WWE Network ou disponible. Vous pouvez le trouver aussi. Hey, JC, une autre affaire que je veux parler avant qu'on close l'intro. Oui. Hey, l'intro va être longue. Je pense qu'on va avoir battu le record des intros du Coréron. Ou on va être proche, en tout cas. Parce que là, je t'emmène sur un sujet que moi, j'ai tripé. Je n'ai même parlé à du monde. J'ai fait comme, hey, enfin, puis tout. Puis après ça, je me suis rassis en disant, ouf, que ça peut aller aussi dans une autre tendance. La WWE serait sur le point, ben, ça a été annoncé, mais c'est pas encore commencé, d'abandonner le PG. Ouais, pour tomber dans le PG-14 là, et plus. Là. Donc, écoute... Verra-t-on un retour de l'Attitude Era? Mais ça permettrait plus de l'attitude au niveau du créatif, qui souvent sont menottés. Ils ont peut-être des idées, justement, puis qui ont besoin de faire upgrader ça. Il faudrait chercher peut-être une crowd plus adulte en même temps. Mais pourrait-on revivre l'Attitude Era? L'Attitude Era, c'était l'Attitude Era. On le revivra pas, Steve. Ça n'existera pas. Le Monday Night War, ça ne reviendra pas non plus. Il n'y a personne qui peut recréer ce qui a été créé à cette époque-là. C'était ça. C'était comme ça. Le timing était parfait.
Écoute, je vais en parler à partir de quelques semaines parce que à partir de la rentrée de l'automne, je veux m'attarder beaucoup aux 30 ans de Monday Night Raw. Ouais. Qui vont se célébrer en janvier prochain. 30 ans. C'est le plus vieux show de lutte. La plus vieille émission de télé active live, dans une audience live, puis jamais dans la même ville. Ouais. C'est incroyable. Ça, là, c'est un milestone incroyable. Et puis, 30 ans, là, il s'en est passé du stock à télé. Ben oui. Puis, on va voir le meilleur, on va voir le pire. Je vais en avoir pour plusieurs semaines. Mais cette semaine, tu parlais d'Attitude Era, j'écoutais le premier Monday Night Raw de l'an 2000. Et, OK. Ça se passe à Miami, ça rouvre avec The Rock, il y a Triple H qui arrive. Tu sais, on est dedans, là. Puis, sais-tu quoi? On change souvent que Raw, c'est mauvais, là. Réécoute ça. C'était pas mieux. Non, écoute, ils sont drôles. Moi, ça m'a fait rire. Les promos sont incroyables. Mais au niveau de la lutte, pis ça, là, dans le temps, là, c'était juste parce qu'ils disaient fuck, qu'ils faisaient des fuck you, puis qu'il y avait des filles en petite tenue, puis des affaires de même que ça pognait, je pense. Parce qu'il y avait bien des gars qui n'auraient peut-être pas dû lutter. Ah, ben, écoute, à cette époque-là, des fois, tu avais l'impression que c'était un produit qui était servi à des gars un petit peu chauds dans une taverne. Tu sais, check ça, il y a du fuck you, puis check la fille, elle est à moitié tout nue, puis tu sais, c'était de même. Moi, je me rappelle aussi, JC, d'avoir réécouté il y a quelques temps un Monday Night Raw. Non, je pense que c'était Monday Night War qui appelait ça, même à ce moment-là. Puis c'est dans le temps que Steve Austin, il est over, là. Il est vraiment over. Mais je pense qu'ils ont le voué 8 fois pendant les Il est revenu dans tous les combats. Oui, c'est ça. Il a pété tout le monde à chaque combat. Des promos, il arrivait, puis écoute, la WWE, ben c'était WWF à l'époque. Il nous le rentrait dans la gorge. Ben oui, puis il tournait autour de Stone Cold. C'était juste Stone Cold. C'était la vache à lait. C'est lui qui les a sauvés à ce moment-là. Ah ben oui. Écoute, c'était la vache à lait. Son storyline avec McMahon, c'est le meilleur storyline de l'histoire de la compagnie, là, selon eux. Là. Ben, moi, je pense que... Je suis assez sûr de ça, moi aussi. Ouais, c'est ça, je m'en allais dire. Moi, je suis pas mal d'accord avec ça. Mais hey, JC, moi, là, je t'invite à être patient, à attendre encore quelques semaines, là, commencer ça en début septembre pour arriver à la grosse conclusion des 30 Monday Night Raw. Mais là, ce que je te proposerais, à moins que tu me dises que tu as une autre grosse actualité. Ben, j'ai pas de grosse actualité, mais d'ici la fin du show, je vais avoir des annonces à faire. Ouais. Bon, mais là, ce qu'on va faire, on va prendre une courte pause, puis même qu'on revienne, je veux qu'on regarde la carte de SummerSlam, puis je vais te parler de certaines choses de SummerSlam qui m'ont jeté sur le cul. Fait qu'on vous revient dans quelques secondes au Coréron avec moi-même, Steve Sauvé, puis mon chum, JC David. Donc, on revient après ceci. Une question que moi je me pose, la lutte, là, est-ce que c'est pour les faibles? Jedi mon cul, ouais. Hemos estado aguantado por mucho tiempo. Vemos el programa lejos, actuamos como si nada. Por todas buenas razones. Non, t'as un rire particulier. Voilà, c'est ça que je veux dire. On fait-tu? Ah oui, vas-y, je te donne le droit, 5, 4, 3, 2, 1. Ah, t'es pas loin, hein?
Jacques Rougeau. Comment ça va? Merci infiniment d'être avec nous autres. Salut Martin, ça va très très bien. Merci de me recevoir sur votre podcast. Écoute, il y a de l'action de ce temps-ci. Puis soit qu'il y avait Abdullah qui venait chez nous, ben Joe le Duc. Puis tu sais, quand t'as 5-6 ans, puis tu vois Abdullah rentrer dans la maison, c'est pas comme ça de Noël. Puis, fait que tu sais, ça a commencé là que j'étais un petit peu traumatisé. Et puis finalement, ben j'ai décidé d'emprunter 500 pièces à ma mère. Puis je me suis servi du nom Rougeau, mais la notoriété du nom Rougeau. Puis j'ai appelé Stuart à Calgary. Fait que quand j'étais arrivé le matin à TV, puis j'ai vu ça, j'étais énervé. Puis là, quand je l'ai vu arriver, j'ai dit, j'avais été le voir, j'ai dit, excuse me, Mr. Flair, j'ai dit, I'm working with you on TV, tu sais, j'ai travaillé avec toi à TV aujourd'hui. Si Hulk est le gars qui a le plus fait de marchandisage de marde, ben, on dirait, la prochaine, j'ai l'impression qu'on pourrait dire que Sting est celui qui en a subi le plus. Mettons, là, tu parles d'un worker, là, d'un lutteur, ou dont le personnage, pas le worker, mais le personnage est vraiment badass. Invaincu. Une brute. Des départements de sécurité au complet sautent sur le gars, puis ils sont pas capables de l'arrêter. Tu sais, là, tu cherches des idées de marchandisage, tu sais, pour bien représenter la brutalité de ce personnage-là, sa force, sa détermination, son désir de péter la gueule à tout le monde. Qu'est-ce que tu fais? Ça. Ah oui, un frisbee. Membre de la famille H2O Web Media. Écoute, Frank, je t'en ai pas parlé parce que j'attendais des réponses officielles et tout ça. Et comme tu le sais parce que tu étais là, j'ai lancé un appel, hein, en fait, dans le Mettons Universe. Oui. Et écoute, je ne sais pas si je suis prêt là, pour ça, mais Ananas l'information, Frank, a répondu à l'appel et ouais, c'est complètement. Ben, est-ce que il a fallu que tu négocies longtemps avec son armée d'attachés de presse? Ben, je te dirais que ça s'est relativement bien passé, mais là, elle a accepté notre invitation. À ma très grande surprise, d'ailleurs. Et Ananas, si tu veux bien te joindre à nous, merci infiniment d'avoir accepté. Mes amis, je suis fier de mon nouveau décor spécialement adapté pour vous rejoindre, le peuple français. Avant j'ai des questions pour toi, Ananas, mais est-ce qu'il serait possible que tu te déplaces un petit peu plus du côté... reviens vers nous un petit peu. Parfait. Oh, là, on bouge plus. On s'entend-tu que c'était genre 3-4 000 gros max, là, quand même, là? Non. C'était la plus grosse foule pour une manifestation au Canada. Ce n'est pas les merdias comme TVA Poubelle qui vont dire ça. Il y avait 102 347 manifestants. Bravo! Mais là... 102 000, ton chiffre, il vient d'une source crédible, j'imagine? Je les ai comptés. Ouais, sur YouTube? Frank, scrape pas mon texte. La France, Ananas? Les triples merdouillés qui se retrouvent à l'hôpital, 90% en meurent. Et aussi, tu sembles vraiment toujours déformer les chiffres, là. C'est une manie chez toi, là. Non. J'ai vu ça sur Rumba. Où ça? C'est quoi? Rumba.
Et aussi sur Odyssey, can you see my double la censure? Abonne-toi à notre Patreon et découvre des centaines d'heures de contenu. Tu auras aussi accès à la légendaire Chambre froide et la chance de participer au mystique Denis la nuit. Rire et facepalm garanti. Donc, JC SummerSlam arrive à grands pas. Faut pas se tromper. Personne. SummerSlam n'aura pas lieu un dimanche, mais bien le samedi 30 juillet. On a une carte qui est popée. JC, est-ce que tu as la carte devant toi ou bien je peux la passer? Ben, je vais la trouver, si tu me permets un petit instant. Là. Puis, mais oui, la carte est intéressante. Là. Si on part avec le main event, qui va être un last man standing entre, naturellement, entre Brock Lesnar et le champion Roman Reigns. Excuse-moi, je cherche la carte. OK. Après ça, on a un match en simple entre Happy Corbin puis Pat McAfee. Hey, ça, là, j'ai hâte de voir ça. Ces gars-là se connaissent depuis vraiment longtemps. Ils jouent ensemble au football. C'est des co-chambreurs. Oui. Écoute, ça risque d'être un combat. Pat McAfee a très bien fait à WrestleMania. Oui. Dans un combat contre justement une future star comme Theory. Pat McAfee, ça devient une attraction. Il combat dans un gros pay-per-view. Contre justement un gars qui est excellent de mettre les autres over, Happy Corbin. Ça risque d'être fort intéressant. Puis, en utilisant le petit côté personnel, je trouve qu'en ce moment, c'est un de leurs bons storylines parce que je trouve que Pat McAfee est excellent au micro. Ah oui, il est vraiment... il y a une coche de plus que tout le monde sur le mic, là. Oh oui, à la table des commentateurs, il change la game. Ah, ben oui. Après ça, on a un match en simple pour le championnat des États-Unis entre Bobby Lashley puis Theory. Penses-tu réellement que Theory peut remettre la main sur cette ceinture-là? Moi, je pense pas, mais je pense pas qu'il va se faire piner. Je pense qu'il va se faire disqualifier. Ben, moi, là, c'est un peu... je suis d'accord avec toi. Puis c'est un peu même que je vais aller plus loin que toi, par exemple. Pour le main event, là, ils ont mis un last man standing match. C'est simplement pour pas que Brock Lesnar mange un pin. Il va arriver de quoi que, bizarrement, je sais pas, moi, les Usos vont être en dessous du ring, ils vont retenir Brock, il pourra pas se relever avant le compte de 10 ou quoi que ce soit. Mais ça va être quelque chose comme ça. Puis ils vont faire, oui, je suis d'accord avec toi, la même affaire. Bobby Lashley devrait rester champion, mais Theory n'aura pas un pin. Non, ça va être un compte à l'extérieur, une disqualification. Quelque chose qui va faire que Lashley va rester over. Puis que Theory, il ne sera pas mis en dessous, justement. Parce que, avec sa mallette, il va peut-être venir changer la game dans le main event. Peut-être. Si Theory a le premier combat de la soirée, on va le revoir en finale. On a aussi un match, JC, un match en simple entre The Miz et Logan Paul, la nouvelle signature de la WWE, qui, en passant, ne passe pas par NXT. Non, en effet, mais Logan Paul a passé directement par WrestleMania, lui. Oui. C'est un des rares. Cependant, j'ai été content de voir qu'il a signé avec la compagnie. OK? Je trouve que c'est une belle acquisition, une autre belle attraction, comme Pat McAfee, d'ailleurs. Un gars qui est athlétique, un gars qui est en forme, qui a surpris à WrestleMania. Oui, mais Logan Paul, là, un coup qu'il va gagner contre The Miz ou quoi que ce soit, là, c'est un bad.
C'est un heel, ce gars-là. Mettez-moi ça sur le bord des heels. Il y a un micro. Sauf que lui ne veut pas parce que son fanbase l'aime bien gros ou whatever. Mais là, il va falloir qu'il mette ça de côté. Ouais, mais il sera pas là full time, hein? Ah ben non. Écoute, lui, c'est bien plus payant pour lui de faire du... On va le voir dans les grands événements. Puis moi, je serais pas surpris que après SummerSlam, si on le voit autour des Survivor Series puis autour du Rumble, The Miz va être pas loin encore. Il va travailler encore avec The Miz pendant un bout de temps. Oui, parce que, tu sais, je veux pas être plate avec personne, là, mais faut pas que quelqu'un pense aller au centre Vidéotron au mois d'août puis de s'attendre à voir Logan Paul rentrer, là. Non, Logan Paul ne sera pas dans un house show, là. En tout cas, vraiment pas pour l'instant. Ça serait très, très, très surprenant. Là, il va être à Raw lundi prochain, puis il ne fera pas tous les Raw non plus. Là. Ah non! Écoute, lui, c'est déjà une méga star. Il n'a pas besoin de la WWE pour être une star. Ben non, c'est bien plus la WWE qui a besoin de Logan Paul que Logan Paul a besoin de la WWE. C'est pour l'image des médias sociaux, c'est pour un paquet de choses, parce qu'il représente une génération qui sont capables d'atteindre. Puis un marché qui est presque infini. Hey, après ça, mon JC, on a 2 combats de championnat féminin. Le premier, c'est pour le championnat de SmackDown entre Ronda Rousey et Liv Morgan. Ronda, vas-tu reprendre ça? Écoute, moi, je pense que oui. Je pense que c'est un paper champ, que ça va se passer vite, puis que Charlotte va arriver. Ou Bayley. Un ou l'autre. Mais dans les 2 combats, là, les 2 combats de filles, là, il y a un risque qu'on voit Bayley. Ah, ben oui. Moi, je m'attends à voir Bayley au championnat féminin de Raw entre Becky Lynch et Bianca Belair. Moi, je pense que Bayley va arriver. Je pense que si c'est pas à SummerSlam, ça va être à Raw le lendemain pendant que Bianca Belair va te dire c'est qui next? Puis ça va être elle. Ouais. Et on a aussi un match par équipe pour le championnat, l'Undisputed WWE Tag Team Championship, avec Jeff Jarrett comme arbitre spécial entre les Usos et les Street Profits. Écoute, ce combat-là était déjà dans mes top combats prévus dans cet événement-là. Parce que t'as les Usos qui sont une équipe incroyable. T'as les Street Profits qui sont une autre équipe incroyable. Puis chaque fois que ces 2 équipes-là s'affrontent, tu sais, c'est incroyable, justement. C'est spectaculaire. Oui. Mais là, il rajoute une autre attraction. Double J. Puis, mais, outre le fait que Jeff Jarrett, là, il va attirer parce qu'on est chez eux. Il est chez eux, c'est ça. Il amènera pas nécessairement un plus-value au combat. Moi, là, de ce que je m'attends un peu, ben pas un peu, je m'attends beaucoup de ce combat-là. Je suis tout seul qui trouve que ça sent la fin des Street Profits. Moi, ben écoute, il y a eu des entrevues dans des podcasts qui disaient, entre autres, que s'ils étaient séparés, il n'irait pas ça aller en solo un peu. Et puis, parce que, d'un autre côté, il y en a qui pensent qu'Angelo Dawkins n'a pas le shine qui lui revient. Parce que son partner est très, très shiny. Ford est trop fort. Oui, mais c'est ça. Mais d'un autre côté, il ne faut pas dévaluer Angelo Dawkins, qui est tout un lutteur aussi. Là, il fait un travail incroyable en équipe. Je pense que les 2 ont besoin un de l'autre. Puis ça serait terrible de les séparer en ce moment. C'est pas le temps. Parce que il manque de bonnes équipes en ce moment. Ah ben oui, la division par équipe est faible là, depuis des années. Là, il y a New Day présentement. Là, ils sont en storyline avec les Viking Riders. Ils se déguisent en Viking. Je sais pas trop ce que ça s'en va, mais c'est pas mal particulier le New Day. Je pense qu'ils sont rendus au bout de la corde. S'il y aurait une équipe à séparer, je dirais que celle-là. Puis, on a un dernier match. J'ai volontairement gardé ce match-là en dernier. Moi, d'après moi, ça devrait être le match de la soirée. Bien plus que Roman puis Brock. Entre Riddle puis Seth Rollins. Rollins, là, il roulera sur un moyen temps. Tu sais, on dira ce qu'on veut, là. C'est un athlète incroyable. Riddle, il est over as fuck, comme ça se peut pas.
ça va être tout un match de lutte. Ça. Mais écoute, Seth Rollins, là, pour reprendre une expression qui était très forte dans l'attitude de Raw, puis tout ça, c'est le nouveau main event, The Icon, The Showstopper, c'est rendu Seth Rollins. Ah, ben oui, je suis d'accord. C'est le measure stick de Monday Night Raw. Ses combats, il fait jamais un mauvais combat. Ah, jamais. Hey, là, mon chum JC. Ça va être incroyable. Mon chum JC, on parle de SummerSlam. Je vais t'emmener une coupe de statistiques de SummerSlam. Puis Hey, moi, pour j'aime vrai, ça, là, chiffre en plus. pour vrai, on va voir comment de temps ça va prendre parce que je suis même pas sûr que je vais sortir la chronique que je veux parce que là, je vois le temps filer. Ça va vite, là. Ça va vite. On va voir le temps qu'on a puis comment nous autres on va si nos voix cassent pas rien. Mais j'ai appelé ça « Connais-tu ton SummerSlam ». Savais-tu, JC, que jusqu'en 2015, les matchs à SummerSlam pour le championnat des États-Unis là, étaient inférieurs à 6 minutes de temps? OK. Non, je ne savais pas. On s'entend-tu que jusqu'en 2015, là, c'est un titre qui n'était pas considéré? Parce que c'est un titre qui vient de la WCW, hein? Oui. Et puis, tout ce qui en vient de la WCW a toujours été low-cardé. Puis d'ailleurs, je me demande pourquoi à l'époque, ils ont gardé celui-là plutôt que un autre, tu sais. Parce qu'il aurait très bien pu prendre le TV Championship aussi ou quelque chose comme ça. Ah, ben oui. Mais il rankait pas le US title comme le championnat intercontinental. C'était pas du même ranking. Oui, effectivement. Hey, JC, c'est qui le seul gars à SummerSlam qui est à 6 victoires contre aucune défaite? Puis là, après ça, tu vas voir où je vais t'emmener. Tu vas dire, ah, Steve, t'es pas correct avec moi. C'est qui le seul gars qui a fait ça? C'est Hulk Hogan. Il est invaincu à SummerSlam, il est à 6-0. Alors, remarque, l'Ultimate Warrior est à 5-0, mais Hogan est réellement, à chaque fois qu'il était à SummerSlam, il a gagné. Mais, c'est qui, d'après toi, le grand perdant à SummerSlam? Je ne me trompe pas, c'est The Undertaker. Le grand perdant à SummerSlam, c'est John Cena. Lui, il a perdu 5 matchs de championnat consécutifs. Quand même, tu sais, quand ils disent que le gars est pas capable de se sacrifier, là... Ouais, effectivement. Tu sais, j'ai fait comme, ben, voyons donc. Le gars qui a le plus lutté à SummerSlam, c'est l'Undertaker. Ah, ça, c'est indéniable, là. Il a 16 ans de carrière. Lui, il a 16 matchs à SummerSlam. Puis c'est lui, d'ailleurs, qui a le plus grand nombre de victoires dans l'histoire de SummerSlam avec 10. Le gars que j'ai ri quand j'ai vu ça, c'est lui qui a le plus de victoires pour des matchs d'avant-spectacle. Tu sais, les dark matchs, là. C'est Rob Van Dam, il y en a 3. Ce gars-là, qui a un talent incroyable, lutte en dark match quand c'est SummerSlam. Ouais, RVD. Malheureusement, c'est ça, tu sais, en dark match, il est quand même sur la carte, mais tu sais, c'est un autre qui met des culs d'un siège sur RVD, puis encore aujourd'hui, là. Ah, ben oui. Hey, JC, il y a 2 gars qui, c'est sûr, il y en a un qui est au temple de la renommée de la WWE, l'autre va y être. Eux autres, il y en a un en particulier qui a jamais gagné un match à SummerSlam, qui est à 0 victoire, 5 défaites. Puis l'autre, il est à 0 victoire, 5 défaites, mais il a déjà gagné un match à SummerSlam. On parle de Booker T puis de Jeff Hardy. OK. Fait qu'il faut pas penser que c'est parce que tu es un gros nom que tu chaînes tout le temps. Non, parce que, tu sais, il faut faire chaîner les autres aussi, là. Tu sais, ça ne peut pas toujours être toi, le spot. Ah, ben non. Oui. Ben non. Tu sais, quand on parle, tu me parlais tout à l'heure, Theory, s'il lutte dans le premier match, il va cacher son Money in the Bank. Savais-tu, JC, que le Money in the Bank a été caché 2 fois à SummerSlam, puis les 2 fois, ils ont remporté le titre?
Il y a eu Randy Orton qui a caché sur Daniel Bryan après sa victoire sur John Cena, je me trompe pas, en 2015. Hey, t'es fort, JC. C'est qui l'autre? L'autre, si je me trompe, c'est Rey Mysterio. Non, c'est Alberto Del Rio. Il avait-tu gagné? Ben oui, il avait pris la ceinture aussi. OK. Savais-tu, JC, là, que la ceinture qui a changé le plus souvent à SummerSlam, c'est le titre intercontinental? Lui, il a changé 14 fois à SummerSlam. OK. C'est quand même impressionnant parce que c'est quoi, 32 ans, 33 ans de SummerSlam? Je pense qu'on n'est pas à 35 ans cette année. 35 ans, ça va être l'année prochaine. L'année prochaine? OK. Ouais, 34. Ah, OK. Puis, hey, c'est comme en 2003, toutes les ceintures étaient en jeu. Puis, toutes les ceintures sont restées autour de la taille des champions. Mais en 2014, toutes les ceintures étaient en jeu et toutes les ceintures ont changé de main. Tu t'attends à quoi, toi? Tu t'attends à des changements de ceinture cette année? Écoute, moi, je pense que les Usos vont garder le championnat par équipe. Puis là, si c'est pour être Undisputed Championship, faites pas 2 belts, faites une belt. Même chose, tu sais, ils prennent 4 belts, je trouve que ça fait beaucoup. C'est pour rester comme ça, faites une belt unifiée. Même chose pour Roman. Quoique Roman, les 2 belts, ils donnent plus de power, je trouve. Oui, mais je pense que c'est vraiment les réseaux télé qui veulent des champions, là. Puis, écoute, Theory qui a dit à Paul Heyman, quand je vais cacher in puis je vais être champion, je vais peut-être t'engager comme conseiller, là. Moi, je trouve que ça me parle, ça. Ouais. OK? Puis, moi, je serais pas surpris qu'après un Last Man Standing, qui va être un derby de démolition, Steve, là. Ces 2 gars-là vont se rentrer dedans comme 2 trucks. Ouais. Si Theory cache pas in là, c'est sans doute le meilleur moment. Sauf que tu le fais cacher sur qui? Sur Roman, parce que c'est Roman qui va gagner. Moi, mais pourquoi qu'il ne cacherait pas pendant le match, qu'il se rajoute au match? C'est parce que c'est un Last Man Standing. Ouais. Ouais, t'as raison. C'est ça l'affaire. Ou c'est soit ça, ou check bien. Je suis très audacieux, là, c'est une bold prediction, là, c'est dans ma fantaisie à moi, là. Roman rentre, là, il est tout seul sur le ring, puis au lieu que Brock arrive, là, c'est lui qui vient cash in. Il le pogne par surprise, il cash in avant le combat. Hey, ça, là, t'es en fantasy booking, là, sur un moyen temps. Oh, je te l'ai dit, c'est dans mon univers fantasy, là. Hey, y a-tu de la place dans cet univers-là? Ou? Ouais, il y a de la place, Mais, non, c'est ça. Je ne sais pas ce que ça va donner. Puis ça se peut que ça soit pas là. Mais je pense que tout le monde s'attend que ça soit là. Oui, puis je pense, moi, que c'est pour ça que ça sera pas là, parce que tout le monde s'attend que ça soit là. Ouais. Puis, je pense qu'à la limite, Sami Zayn pourrait impliquer dans une défaite de Roman Reigns. Ben, ça serait logique. Sami n'est pas sa carte. Sami a vraiment tout fait pour être avec les Bloodlines. Exactement. Puis, ils l'ont ridiculisé, puis ils l'ont humilié. Puis, écoute, puis à un moment donné, il va se retourner contre eux autres. Puis, il faut que ça retourne à un moment clé. Oui. Ça, je suis d'accord avec toi. Hey, JC, on prend-tu une petite pause de... Rien que le temps de nous permettre de se délier les jambes 30 secondes. Oui, parce que... On revient. Puis, je pense qu'on va avoir le temps. On va y aller avec une petite chronique sur le dernier gars qui a roulé la lutte à télé au Québec. C'est bon. Puis moi, ben après ça, Steve, là, j'en parle là, mais j'ai fusionné 2 chroniques aujourd'hui. OK? Après ta chronique, j'ai fusionné Scrap-A-Mania et les 2 tunes. Parfait. On a 2 tunes de Scrap-A-Mania. Parfait. Fait que JC, on revient tout de suite après ceci. Fait que c'est ça, JC. Aujourd'hui, on est 2.
aujourd'hui, j'ai le goût qu'on parle de lutte pis de télé. Puis ma chronique, elle va être particulière. Parce que habituellement, tu sais, on parle d'un parcours dans le monde de la lutte ou quoi que ce soit. Mais là, aujourd'hui, on parle pas d'un lutteur. Ce soir, je vais vous parler de l'homme qui a été plus souvent dans l'ombre qu'à son tour, mais qui a été dans notre TV pendant les belles années de la lutte au Québec. À soir, après-midi, à matin, tout dépendant de quand vous écoutez l'épisode, on parle de Guy Auré. Oh! Lui, je l'aime en plus. OK. Ben, JC, Guy Auré, il est né à Saint-Malo le 11 février 1943. Lui, il est arrivé en Amérique en 1966. Ce que je vais te conter là, mon JC, là, je l'ai fouillé, puis c'est pour ça que je l'ai appris. Mais Guy Auré, quand il est arrivé ici en 66, puis après qu'il a commencé la lutte, il n'y a pas un worker qui niaisait Guy Auré. Puis je vais t'expliquer pourquoi. Guy Auré est champion du monde de karaté. En 1965, il a gagné le championnat du monde de karaté. Fait que c'était pas une bonne idée de le chercher ou de le niaiser, Guy Auré. Tu vois, la vision que j'en avais, ça le change beaucoup de savoir ça. Lorsqu'il est arrivé sur ce côté-ci du globe, Guy Auré travaillait comme consultant pour des artistes. Parmi ses clients, là, il y avait Cyndi Lauper, Michael Douglas, Jean-Paul Belmondo, Tina Turner, puis bien d'autres. C'est quand même incroyable. Oui, c'est vraiment incroyable. Puis écoute, j'ai appris des choses. En 1977, Guy Auré est invité à la première édition du Festival des films du monde de Montréal. Puis c'est là qu'il a connu un certain Édouard Carpentier. La rencontre a été déterminante pour Guy Auré parce que 3 ans plus tard, quand la lutte a repris vie au Québec avec la création des productions Promotion Verouzac, Édouard Carpentier a demandé à Guy Auré de rencontrer les dirigeants de Verouzac, qui est devenu Lutte internationale quelques années après. Ça a juste pris une rencontre entre Verouzac et Guy Auré, puis Auré s'est mis au travail. Il a contacté Télé 7, car cette chaîne-là, à l'époque au Québec, elle faisait partie de Réseau Patonique. Puis ça comprenait 5 stations TV. Fait que ça donnait 5 occasions de présenter de la lutte. Donc, Auré avait besoin d'un contrat télé pour que la lutte reprenne, puis le deal a marché. Auré a convaincu les dirigeants du poste de TV de lui vendre 1 heure de diffusion par semaine. OK. Dès le début là, du deal, là, c'était confirmé. Édouard Carpentier était aux commentaires. Lui, Carpentier, connaissait la job parce qu'il avait déjà fait ça avec Lutte Grand Prix, puis les As de la lutte à Télémétropole. Puis Édouard Carpentier a demandé à Guy Auré d'être son co-commentateur. Fait que Édouard Carpentier a initié Guy Auré à faire de la télévision. La chimie a bien passé à l'écran, puis le duo a obtenu un succès incroyable. D'ailleurs, selon moi, là, Édouard Carpentier et Guy Auré, tu sais, à l'époque où on écoutait la lutte québécoise à TV, là, c'est le dernier duo de vrais commentateurs de lutte à TV. Tu sais, Carpentier et Auré apportaient un plus à une émission de TV sans nécessairement. Ça me remplit de nostalgie. Ben oui. Puis en plus, c'est qu'eux autres, là, ils tentaient pas de se mettre en valeur en nuisant aux produits, en jouant les imbéciles, là. Non, ils étaient là puis ils faisaient une belle et bonne job. Oui, puis écoute, c'était des gars articulés qui avaient du vocabulaire. Non, écoute, t'en parles, je les entends dans mes oreilles. Oui, puis les noms d'Édouard Carpentier et de Guy Auré là, sont associés inévitablement aux dernières grandes époques de la lutte à télé au Québec. Tu sais, de 80 à 84, le dimanche matin à 11h, là, c'était Édouard Carpentier puis Guy Auré. Puis tout allait bien pour eux autres, là. Mais, tu sais, dans la vie, quand ça va trop bien, ben, en 83, le promoteur Denis Lauzon obtient une émission sur le réseau Cogeco, sur les stations de CKTM et CKSH à Trois-Rivières, puis il tente de lancer une opposition à Verouzac. Comme c'est le cas Télé 7 avec plusieurs stations TV,
ont réussi à faire échec à ça, mais d'autres stations TV ont commencé à vouloir aussi présenter de la lutte. Fait qu'en fait, les codes d'écoute étaient tellement bonnes que tout le monde voulait présenter de la lutte. Parce que je sais pas si tu te rappelles, JC, en 82, 83, 84, là, la lutte était vraiment populaire à télé au Québec. Écoute, j'avais 5 ans à cette époque-là, mais écoute, puis moi, la lutte, j'écoutais ça avec ma grand-mère. Hein. J'en ai déjà parlé, c'était une petite femme toute douce, toute gentille, Dieu ait son âme. Grand moment, je t'aime, mais quand elle écoutait la lutte, elle me faisait peur. C'est souvent le cas, hein, de bien du monde. Ouais. C'est souvent le cas de bien du monde. Fait que, devant ces faits-là, là, CF12, ils ont contacté Varouzac pour avoir de la lutte. La nouvelle épisode de Varouzac, en provenance des stations de Trois-Rivières, a donc été traduite en anglais. En l'espace de quelques mois, là, sont passés d'1 heure de lutte à TV à 3 heures de lutte de TV par semaine. Il y avait 3 épisodes, puis c'était le même produit dans le même marché, sauf qu'il était en anglais. Mais l'obtention de ce temps d'antenne supplémentaire-là, là, c'est ça qui a causé la discorde entre Lutte internationale puis Guy Auré. Puis je vais t'expliquer pourquoi. Guy Auré a été contacté par l'avocat de l'organisation pour y faire un offre parce que, je sais pas si tu te rappelles, Guy Auré a acheté 1 heure de diffusion. Oui, il l'a payé. Cette heure de diffusion-là appartenait à Guy Auré. Tout à fait. Eux autres, là, ils étaient rendus à 3 heures pour le même produit. Mais Guy Auré, lui, là, il touchait les droits d'1 heure de télé, puis c'était à lui, cette heure-là. C'était son produit à lui. Tout à fait. Ils ont offert à Guy Auré un deal qui était pas bon. Puis lui, Guy Auré, il savait ce que ça valait 1 heure de TV, puis pourquoi qu'il allait faire cadeau de son argent, tu sais. Guy Auré avait le contrôle total de la télévision pour la lutte. Puis c'est normal qu'il voulait rien savoir et qu'il voulait pas faire rire de lui. Fait que Guy Auré a dit, écoute, si t'as à la lutte internationale, il dit, si t'as rien de mieux à m'offrir, ça va être fini. Il dit, je vais m'en aller à WWE, à WWF à l'époque. Puis les dirigeants de lutte internationale, ils l'ont pas cru. Donc, un dimanche matin de décembre 84, il y a des milliers d'amateurs de lutte au Québec qui ont ouvert leur TV pour écouter les super étoiles de la lutte, que ça s'appelait. Mais c'est les lutteurs de la World Wrestling Federation qui sont apparus à l'écran. Puis pour ajouter à la confusion, les commentateurs étaient Guy Auré et Édouard Carpentier. Parce qu'Auré avait une parole, il l'a dit, si l'offre est pas bon, je m'en vais. Et c'est en allé, puis il a vendu son heure de télé à Vince McMahon. Ben, il y avait cette opportunité-là. Il y avait l'opportunité. Après avoir joint la WWF, Guy Auré devient l'homme de confiance de Vince McMahon pour la télévision francophone. Il a été nommé vice-président aux opérations européennes. Sa compagnie Polyspec Télé Vidéo possédait les droits de toute la francophonie, puis elle a exporté le produit de l'Europe à l'Afrique en enregistrant les commentaires de la WWF dans un studio qui était situé au quartier Saint-François à Laval. Écoute, Steve, la première VHS de la WWF que j'ai achetée, c'est WrestleMania 7 en français. Puis il y a 3 commentateurs pour cette soirée-là. T'as Raymond Rougeau, Guy Auré, puis Édouard Carpentier. Et je te jure, c'est magique. Ben écoute, Auré, là, il est resté longtemps à WWF. Puis d'ailleurs, là, tu parles de WrestleMania 7. Moi, JC, je t'invite à mettre la main sur la version francophone de WrestleMania 3. Puis c'est Guy Auré, Édouard Carpentier, Frenchy Martin, puis l'ancien promoteur français Roger Delaporte qui sont aux commentaires pour le match de Jean Ferré contre Hulk Hogan. Wow! En 94, Guy Auré a accroché son micro parce qu'il n'était pas intéressé à voyager pour aller enregistrer l'épisode d'un studio à Stanford, au Connecticut. Puis c'est là qu'il y a eu un nouveau duo qui a été choisi par la WWE. C'était Raymond Rougeau puis Jean Brassard. Oui. Quelques années après, alors que la guerre du lundi a fait rage aux États-Unis, là, entre la WWF et la WCW, Guy Auré a été embauché pour travailler comme coach personnel de Ted Turner, le grand patron de la WCW. Il a été invité à créer une émission pilote pour l'Europe de la WCW, une émission qu'il a enregistrée avec Édouard Carpentier. Mais même si le projet peut sembler intéressant, Guy Auré était passé à un autre stade dans sa vie. Puis surtout, il n'était pas intéressé à affronter Vince McMahon. Il savait jusqu'où Vince pouvait aller.
D'ailleurs, preuve de ça, Guy Auré a refusé, lui, dans ces années-là, de lancer une promotion de lutte en France avec Canal+. Il y avait déjà un deal TV de fait, mais il savait ce que ça l'impliquait, c'était de faire compétition avec Vince McMahon. Au tournant des années 2000, Guy Auré a créé ce qu'il appelait le neuro-coaching. Guy Auré, lui, c'était un détenteur d'un doctorat en psychologie cognitive puis d'une maîtrise en anthropologie sociale aux universités d'Irvine puis de Berkeley en Californie. La méthode qu'il avait mise au point est décrite comme une méthode systémique d'évaluation de la personnalité, du coaching, de la préparation mentale destinée aussi bien aux particuliers qu'aux gens d'affaires. Il a également fondé le Centre international de neurocoaching. Selon le site web, sa méthode a servi auprès de plusieurs entreprises, dont Québécois, CNN, Bombardier. Mais, pour conclure, Guy Auré a été dans nos écrans à décrire des combats de lutte pendant 14 ans. Il a marqué l'imaginaire d'une génération par son professionnalisme. Guy Auré est décédé le 8 août 2020 à Montréal des suites d'un combat de 3 ans avec le cancer. Guy Auré a refusé de mourir dans un hôpital. Il a plutôt choisi de décéder chez eux à son domicile à Montréal, plus précisément dans le quartier Notre-Dame-de-Grâce. C'était Guy Auré. Ben écoute, comme je te dis, moi dans ma rencontre avec la lutte, Guy Auré est impliqué. Ben oui, il était... il fait partie... Écoute, dès que tu as nommé son nom, ça m'a rempli d'une nostalgie. Puis d'un coup, j'ai le goût de voir des vidéos de cette époque-là parce que, justement, c'est l'époque où j'ai découvert la lutte. Puis, tu sais, là, ça, je le dis souvent, c'est une des choses que j'ai toujours reproché après ça à tout le monde qui ont essayé ou qui ont commenté la lutte. Arrête de jouer le clown. Sois là, présente-moi un produit, vas-y de façon professionnelle. Mais ces gars-là nous décrivaient une compétition, par exemple. Oui, mais... Eux autres, ils décrivaient ça comme une compétition officielle. Oui. Oui. Puis hey, moi, je me rappelle d'Édouard Carpentier qui, une fois de temps en temps, amenait sa fameuse phrase « Ça fait mal pour l'avoir vécu, c'est souffrant. » Écoute, moi, puis tu y croyais. Édouard Carpentier, justement, avec Raymond Rougeau et Guy Auré à WrestleMania 7 dans la finale. T'as Hulk Hogan qui pisse le sang à cause d'un coup de chaise. Puis là, t'as Raymond qui dit « Mais Hogan saigne beaucoup, il saigne beaucoup. » Puis t'as Carpentier qui dit « C'est pas grave, c'est pas grave. » Oui, c'est ça. C'est ça. Mais tu sais, il amenait un professionnalisme. Tu n'avais pas le choix de croire en ses commentaires. Tu sais, il était pas là pour essayer de se mettre en valeur, de plugger ses jokes ou whatever, là. Moi, je me rappelle, je détestais à un moment donné, quand il y avait Richard Charland puis Marc Blondin, je veux rien leur enlever, mais tu sais, il y avait tout le temps « Oh, ben là, c'est ta mère! » Puis là, il versait de l'eau sur la tête ou whatever. On est à des lunes du produit. Ce genre de duo-là, il y en a eu plusieurs. Là. Ben oui! C'est pas mauvais. Pour les soirées américaines à RDS, c'était excellent. Là. Ça allait chercher un public particulier. Je me rappelle ce que Marc faisait avec PCO, entre autres. Oui. C'était très bon. Moi, ça me faisait rire en maudit. Mais c'est pas le même genre. C'est pas classique comme Édouard Carpentier et Guy Auré. Ah ben non. Parce que en même temps, tu peux pas imiter ce que ces gars-là faisaient. Il faut que tu t'en démarques. Oui, mais il faut que tu respectes le produit. Ah, tout à fait. Mais le produit n'était pas le même, Steve. Non. Il y avait le qui est faible. Ah ben oui, il était fort, le qui est faible, là. C'est ça. Pour emprunter une expression, Martin, ces gens-là étaient dans le sachoir. Oui, c'est bon, ça. Hey, toi, mon JC, parce que je voulais t'enfiler, finalement. T'avais un petit segment que tu me parlais, t'as un mix de Scrapomania. Ben oui, mais écoute, je me suis dit que je présente bien de la cochonnerie dans Scrapomania, d'habitude en visuel, mais là, le visuel, c'est supporté par Martin, qui n'est pas là aujourd'hui. Puis je me suis dit que je nous ferais un petit Scrapomania en audio avec les 2 tunes. Oh. Fait que là, j'ai des mauvaises tunes de lutte. Mais sont pas mauvaises, sont drôles. Ça date de l'album WrestleMania de Album de la WWF enregistré en 93. Moi, ce que j'aime de cet album-là, c'est qu'ils ont pris des promos puis ils ont fait des tunes avec ça. Fait que, comme on est sur le chemin de SummerSlam, on va avoir le WWF Superstar qui font le SummerSlam Jam.
Là-dedans, tu vas entendre Bret Hart, le British Bulldog, Macho Man. Puis on va avoir l'Undertaker qui va chanter aussi pour The Man in Black. Ça, là, chanter, c'est vite dit, hein, je vous le dis tout de suite. Puis là, j'ai pas dit à personne que c'était bon. Mais c'était pareil. Ça, c'est important de ne pas dire que c'est bon. Non, mais je trouve que c'est important que ça fait partie de tout l'univers de Scrapamania aussi, ces tonnes-là. Ah, ben oui. Ben oui. Et puis, c'est ça. Puis, parlant de Scrapamania, je vais tout de suite teaser la semaine prochaine, parce que la semaine prochaine, on va faire un scandale avec Scrapamania. J'en dis pas plus. Ben, moi, je le sais, JC, puis moi, je suis pas d'accord. On fera pas un scandale. On va faire un gros scandale. C'est ce que je pense aussi, parce que c'est révoltant. On n'en dit pas plus. Soyez là la semaine prochaine, live sur tout ce qui.tv, naturellement, le mercredi, mais ça, on va vous en parler tantôt. JC, on y va avec les 2 tunes, puis on vient... Présentation de Scrapamania, puis on vient pour le close. Ouais, c'est ça, hein, JC? Écoute, c'est ordinaire, mais tu sais, c'était une façon de faire chanter du monde qui n'était pas des chanteurs. Ouais, écoute, cet album-là, ce n'est que ça. C'est magique. Écoute, il y a celle-là, il y a Tatanka, les Nasty Boys, Bret Hart, c'est la première tune que j'avais choisie pour quand j'avais commencé à faire les 2 tunes, quand on s'est joint au podcast. Puis écoute, il y a une chanson de Macho Man qui sont des promos d'entrevues qu'il a fait à Arsenio. Sur cet album-là. C'est incroyable. Puis, c'est ça. Je crois que on a déjà vu Vince chanter Stand Back aussi. Dans l'histoire de la lutte, la seule fois que ça a sorti moindrement popé, c'était Jesse James quand il faisait le Rudy, là. Qui faisait la tourne de Jeff Jarrett. Sinon, il y a eu Liliane Garcia qui chantait très bien l'hymne national. Oui, Liliane Garcia. Ça, c'est une voix assez incroyable. Moi, je me rappelle encore de l'ouverture du show après le 11 septembre, quand elle a chanté, c'était-tu America is Beautiful? Ben, je pense que c'était l'hymne national, en fait. Oui, puis écoute, pour vrai, si vous avez jamais vu ça, tapez ça sur YouTube, c'est là. Le SmackDown suivant le 11 septembre, c'est un des épisodes les plus marquants de tout ce que la WWF a fait. Oui, c'était quelque chose. Il y avait Vince qui calait les terroristes dans le... Oui, puis écoute, The Rock qui fait un discours qui dit aux gens de ne pas se laisser enfoncer dans la peur. Tu sais, au moment où tout était arrêté, eux autres, ils ont dit, nous autres, on y va. Oui. Oui. Puis à ce moment-là, ils ont fait la bonne chose. Ben, je pense que oui. Vraiment. Hey, mon JC, je pense que ça a bien été. Je ne sais pas exactement combien de temps qu'on en a fait, mais on en a fait pas mal. Puis écoute, j'ai bien hâte de retrouver Martin la semaine prochaine parce que là, on va être à une semaine de SummerSlam. On a bien des choses à jaser. Oui, bien, une des choses à jaser, là, je vous dis rien, puis je vous dis tout. Si vous avez envie de passer une soirée de lutte avec vos humbles serviteurs, soit Jean-Charles David, Martin Godet et Steve Sauvé, et que vous voulez combiner ça à un pay-per-view du Big Four, moi, je vous invite à devenir membre Patreon du Coréron. Pour la modique somme de 7 $ par mois. Là. Donc, non, on ne s'achètera pas un chalet dans les Laurentides ou un bateau à 150 000. Puis, Steve, à 7 $ par mois, là, la seule personne que je pense qui ne peut pas se payer ça, c'est Ryback. Si t'es maillet. Mais puis vous allez avoir du fun avec nous autres. On va vous livrer du contenu parce que non, on ne ramasse pas des dons, mais bien on vous livre un contenu qui on croit être de qualité. Puis la semaine prochaine, on va vous annoncer de quoi de super intéressant. Donc, moi, je vous invite à aller sur patreon.com/le Coréron. Et pour un petit 7 $ par mois, vous allez nous encourager et nous allons nous dépasser. Et bientôt,
se rencontrer, mais je peux pas en dire plus que ça pour l'instant. En effet. Mais Steve, c'est pas tout, parce que pour 7 piastres, t'en as plus. Ben oui, t'en as plus. Parce qu'il y a le Rib Room. Oui, t'as la Rib Room. Ça, la Rib Room, là. C'est un peu la chambre secrète du Pentagone. C'est ça. Il s'en passe des affaires dans Rib Room. Puis ce qui est dans Rib Room reste... nos niaiseries de lutte. Oui, puis la Rib Room, là, c'est un peu le contexte Las Vegas. Ce qui se passe dans Rib Room, ça reste dans Rib Room. Donc, c'est là que tu peux te défouler. Tu sais, là, moi, là, j'ai 46 ans, je tripe sa lutte. Hey, faut que je te conte une anecdote, JC, en passant. Dimanche passé, c'était les régates à Valleyfield. J'ai vu un amateur de lutte. Le gars, il tripe sa lutte, il imitait Macho Man pendant une course d'hydroplane, puis tout, puis c'est assez capoté. Puis là, il apprend que je fais de la lutte. Et là, il vient à côté de moi, puis il me dit, donne-moi une chop. Puis il est chaud, là. Il est chaud comme un muffler, que ça fait 2 heures que le show roule, là. Là, je dis, non, je veux pas te donner une chop. Puis, ah ouais, fais-moi plaisir. Fait que là, je fais comme, OK, moi, j'en donne une, mais j'en donne une juste bien normale, là, tu sais, pas trop forte, pas rien. Puis là, il est content, puis oh, wow. Mais il vient me revoir 5 minutes après, là. Il dit, l'autre bord, égalise-moi. Mais là, moi, je sais que l'autre bord, je parle de donner une chop avec ma main gauche, et de la main gauche, je suis pas capable de la contrôler, la chop. Elle va rentrer. Elle va être soit forte ou bien forte. Ouais, c'est ça. Je crois avoir donné Écoute, j'ai tellement donné une chop forte que j'ai pété mon jonc de mariage. Ben voyons donc! Ouais! Mon jonc de mariage a pété. Là, t'es en train de me dire que toi, Steve Sauvé, le journaliste, t'étais là pour un cadre professionnel. Ouais. Puis que là, ben, tes fonctions de lutteur sont comme venues s'entremêler avec ça. Effectivement. Mais écoute, le plus drôle, là, c'est que, écoute, je parle de quelqu'un qui était assez exubérant, là. Toute l'équipe. Oui, ben, tu sais, le gars avait l'air de divertir la foule. Après la deuxième chop, pendant 45 minutes, il a remis sa casquette, ses lunettes de soleil, son chandail, et il ne parlait plus. Ouais, je pense que là, il voulait plus jouer. Et vous, il n'avait plus le goût de jouer. Et le lendemain, sa blonde qui me texte en me disant, écoute, il y a encore pas mal de marques, puis il est enflé, ça reste de même combien de temps? Quelques jours. Fait que Steve, on va terminer là-dessus. Oui. Écoute, c'est excellent. J'espère qu'il s'en est remis. Là. Si tu le recroises, renseigne-toi. Moi, je veux savoir la suite de cette histoire-là. Ben, je vais le revoir le 6 août, je vais y en offrir un autre. Ben écoute, c'est ça. Mais c'est ça. Puis, si vous voulez écouter le Carré Rond, ben, vous pouvez nous trouver sur Google Podcast, Apple Podcast, Spotify et tout bon podcatcher. Sinon, on est diffusé live tous les mercredis soirs 19h sur touski.tv sur Twitch, naturellement. Et naturellement, dans le Carré Rond, ben, il y a les chroniques de Steve qui nous renseignent sur l'histoire de la lutte au Québec encore aujourd'hui. Steve, bravo pour ta chronique sur Guillaume. Moi, j'ai trippé là-dessus. Et puis, naturellement, il va y avoir Scrapamania Martin qui passe son temps à nous ramener des points d'histoire qu'on avait oubliés. On a du fun. Si t'es un fan de lutte et t'es tout seul dans ton salon, tu t'emmerdes, la Rib Room, c'est pour toi. Sors du garde-robe. Viens nous rejoindre. Ouais, ben, on est en 2022, hein. Je pense que c'est le temps de s'assumer comme on est. C'est ça, parce que tu vas avoir bien plus de plaisir. Oui. C'est tout. T'as le droit d'aimer ça, t'as le droit de te coller de ce que les autres en pensent. Moi, c'est mon slogan. C'est tout. Puis, hey, JC, là-dessus, on se quitte sur le meilleur match-up de musique. De lutte faite par Super Dave Berube, qui est un grand chum de Martin, d'ailleurs. Puis, c'est ça. On vous laisse là-dessus. On se retrouve la semaine prochaine sur touski.tv sur Twitch. Salut tout le monde. Membre de la famille H2O Web Media.